Donc jusqu'ici, on a étudié avec l'analyse du marché du travail comment se positionner AS de long terme, c'est-à-dire au niveau de chômage structurel compte tenu des déficiences du marché du travail. On obtient un PIB qui correspond à l'emploi des individus au niveau de chômage structurel, et ce PIB, je ne sais pas si on l'a dit dans la vidéo précédente, mais ça va être l'occasion de le dire maintenant, je l'avais appelé Y max, PIB max. Ce PIB s'appelle le produit potentiel. On peut potentiellement atteindre ce revenu si jamais on n'a pas de problème conjoncturel et si on ne s'intéresse qu'aux déficiences du marché du travail. Mais ce qu'on n'a pas encore expliqué, c'est pourquoi est-ce que à côté de ça, on a une courbe AS de court terme et qui va être en fait une fonction croissante des prix et qui se positionne de cette manière-là. Et qu'est-ce qui va motiver les déplacements de AS? Qu'est-ce qui explique qu'à un moment donné, eh bien AS sera peut-être décalée vers le bas, ou alors au contraire, elle se décalera vers le haut. Alors, la notion qu'il faut introduire et qu'il va falloir comprendre, c'est une notion d'ailleurs qui complexifie considérablement l'analyse, qui est la notion d'anticipation d'inflation. Alors, cette notion d'anticipation d'inflation, elle intervient à quel moment? Eh bien, si vous vous souvenez, on a un marché du travail où, vous vous souvenez, ce qui s'ajuste, c'est le salaire réel, les quantités de travail, et se rencontre sur le marché du travail une offre de travail de la part des ménages et une demande de travail de la part des entreprises. Évidemment, au plein emploi, on obtient ce niveau d'équilibre où tous les individus sont embauchés, mais en fait, compte tenu des déficiences du marché du travail, on pourrait imaginer que le niveau qui est défini, il est ici. L'idée fondamentale, c'est de dire qu'on arrive au niveau de chômage structurel dont on a parlé dans la vidéo sur le marché du travail, dans le cas précis où les anticipations d'inflation sont correctes. Donc quand les individus anticipent correctement l'inflation, si anticipation, on pourrait dire PA, on va l'appeler PA, prix anticipé, puisque l'inflation c'est la croissance des prix, donc si je mets PA c'est les prix anticipés. Donc si les anticipations d'inflation sont correctes, c'est-à-dire personne ne se trompe dans la manière d'anticiper l'évolution des prix, alors le marché du travail nous mène au niveau de chômage structurel. Et donc, qui dit niveau de chômage structurel dit le niveau de revenu qui embauche ces individus, et le niveau de revenu qui s'accompagne du chômage structurel, c'est le revenu potentiel. Si on regarde le diagramme ASAD, donc cette verticale-là qui correspond à AS à long terme et qui correspond ici au revenu potentiel et donc au chômage structurel, on obtient ce niveau-là lorsque les anticipations d'inflation sont correctes. Autrement dit, ça veut dire que l'anticipation d'inflation PA, prix anticipé, est égale à ce qui est effectivement constaté dans l'économie, c'est-à-dire le niveau des prix. Donc, dans l'économie, on a un niveau des prix qui va s'ajuster en fonction de l'offre et de la demande. Donc ça, c'est le niveau des prix constaté. Imaginons que la rencontre entre l'offre et la demande globale, imaginez que ça, ce soit la demande globale, AD, eh bien la rencontre entre l'offre et la demande globale, vous voyez, se rencontrerait ici. Et donc, ici, c'est le niveau des prix constaté, d'accord, c'est P. Si jamais les négociations entre les employés et les employeurs pour fixer les salaires sur le marché du travail ici, vous voyez, ici, si ces négociations se sont faites en fonction d'un prix anticipé qui est égal au prix qui est constaté dans l'économie, alors on est ici. On est sur ce revenu potentiel, on est sur cette courbe d'offre à long terme. Et quand les prix n'auront pas été correctement anticipés, eh bien on ne sera pas dans ce niveau-là de production, on sera dans des niveaux différents. Revenons sur le marché du travail. Donc sur le marché du travail, on a offreur et demandeur. Donc ils négocient le salaire nominal, c'est-à-dire le salaire monétaire qui va figurer sur leur fiche de paie, mais ils négocient le salaire nominal en sachant, en ayant en tête, c'est pas très joliment dit, mais enfin c'est pas grave, en ayant en tête un niveau de pouvoir d'achat. Et les entreprises négocient le salaire nominal de leurs salariés en ayant en tête un coût réel du travail qui est le salaire réel. Par exemple, si personne ne commet d'erreur d'anticipation, si l'inflation va la noter delta P. Delta P, c'est la variation des prix. D'accord? Donc delta P sur P, c'est le pourcentage de variation des prix, c'est-à-dire c'est l'inflation en pourcentage. Imaginez que l'inflation demain est de 5%. Si les individus négocient un salaire nominal, donc le salaire en valeur monétaire qui est exactement égal à celui de la période d'avant, les individus, donc ça bougerait pas.
Par contre, ça augmenterait, le niveau des prix augmenterait de 5%. Donc, le niveau des prix augmentant de 5% avec leur salaire monétaire qui ne change pas, les individus perdraient du pouvoir d'achat. Donc, par exemple, si tout le monde anticipe que l'inflation va être de 5%, on peut imaginer, toutes choses égales par ailleurs, s'il n'y a pas de changement dans les conditions de marché, on peut imaginer que les agents augmentent les salaires de 5%. Donc, on négocie une augmentation du salaire nominal, c'est-à-dire du salaire monétaire de 5%, parce qu'on anticipe une inflation de 5% et qu'on ne veut pas perdre de pouvoir d'achat. Donc, vous voyez, on négocie ça, d'accord? On négocie comment va varier le salaire nominal en fonction de quoi? Eh bien, en fonction de ce qu'on anticipe de l'évolution du pouvoir d'achat. Donc, si effectivement le niveau des prix est de 5%, eh bien, les individus auront négocié une augmentation de salaire nominal de 5%. Il n'y a pas de changement du salaire réel. Donc, le salaire réel, il change pas. Il reste égal. Puisque ça a augmenté de 5% et ça a augmenté de 5%. Donc il n'y a pas d'augmentation du coût réel du travail, il n'y a pas non plus d'augmentation ou de baisse du pouvoir d'achat. Donc ça, c'est dans le cas où les individus auraient correctement anticipé l'inflation. Maintenant, on va se situer dans un cas plus compliqué, et c'est pour ça qu'on introduit ce qu'on a dit ici, c'est-à-dire les anticipations d'inflation. Imaginons qu'on introduise des anticipations d'inflation, mais qui sont erronées. Imaginons que les individus se trompent dans l'inflation qu'ils anticipent. Alors, peut-être qu'il faut dire quelques mots sur pourquoi est-ce que les individus se tromperaient par rapport à l'inflation. Eh bien, tout simplement parce que, comme on l'a dit, le niveau des prix, si je reprends le diagramme ASAD, c'est la rencontre entre l'offre globale et la demande globale qui fixe le niveau des prix et le niveau de PIB. Donc, il se peut que les individus anticipent mal où va se placer AD. Ils anticipent peut-être mal que la demande globale cette année est plus forte parce qu'il y a une politique budgétaire. Et donc, si elle est plus forte, vous voyez, le niveau des prix va être un petit peu plus élevé ici. Ou alors, ils n'ont peut-être pas anticipé qu'il y a une crise au moment de négocier leur salaire en début d'année. Ils n'ont pas anticipé qu'au milieu de l'année, il y a une crise. Et la crise, qu'est-ce que ça fait? Une grosse récession, un krach boursier ou quelque chose comme ça. Et ça ferait plonger AD vers la gauche. Et vous voyez que du coup, ça ferait plonger les prix. Il peut y avoir des erreurs d'anticipation parce que les individus ont du mal à évaluer où est-ce que va se placer la demande globale et la rencontre entre la demande globale et l'offre globale. Ils ont du mal à imaginer ce que ça va avoir comme conséquence sur l'inflation. Et donc, il peut y avoir des différences entre le niveau des prix ici qui est constaté et, donc je mets différent, et le niveau des prix qui était anticipé. Il va y avoir une différence entre le salaire réel qui est négocié. Le salaire réel négocié sur le marché du travail, il est négocié en fonction des prix anticipés. Il n'est pas négocié en fonction des prix réels. On revient à l'exemple de tout à l'heure. Il n'y a pas de changement dans les conditions du marché du travail. Les individus anticipent une augmentation des prix anticipés de 5%. Et donc, on va négocier une augmentation de salaire nominal, le salaire qui figure sur votre fiche de paye, de 5%. Sauf que, imaginons maintenant, donc premier cas, le cas où les prix anticipés sont inférieurs au prix réel, au prix constaté. Imaginons que l'augmentation des prix constatés soit égale à 10%. Donc si les prix constatés dans l'économie ont augmenté plus vite que ce qui était prévu, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire donc que l'augmentation du prix est supérieure à l'augmentation du prix anticipé. Ça veut dire également que le salaire réel que les entreprises payent, les entreprises, elles payent quoi comme salaire? Elles payent le salaire nominal qui a été négocié sur le marché du travail. Et le coût réel du travail, c'est quoi? C'est le salaire nominal négocié sur le marché du travail divisé par l'indice des prix, les prix constatés. Or, le coût du travail, il est inférieur à ce qui était prévu et ce qui était négocié à l'origine. Pourquoi? Parce que ce qui était prévu et négocié, c'était W sur PA. Or, en fait, à cause de l'augmentation des prix plus rapide que ce qu'on avait anticipé, le coût réel du travail, c'est-à-dire le niveau de salaire divisé par les prix constatés, il est inférieur au coût réel qu'on anticipait. Et donc, si le coût réel du travail est inférieur à ce qu'on anticipait, eh bien, le coût réel du travail étant plus faible, les entreprises augmentent les quantités embauchées. Si vous reprenez le graphique du marché du travail, à l'origine, on avait négocié, compte tenu des rigidités du marché, on avait négocié un salaire nominal et on pensait être là, W sur PA, on pensait être ici avec L1 comme quantité de travail, donc ces quantités-là. Or, qu'est-ce qui s'est passé?
le niveau des prix est plus fort que prévu, il y a plus d'inflation que prévu, donc on divise par quelque chose de plus grand que prévu, donc en fait on va être là, W sur les prix constatés. Donc le salaire sur les prix constatés en fait est là. Donc comme le coût du travail est plus faible, les entreprises embauchent plus, L2. Donc vous voyez, en fait on a embauché cette quantité-là au lieu de celle-ci. Ça veut dire que le revenu qui sera décidé, je le mets Y étoile, le revenu d'équilibre sera supérieur au revenu potentiel. Dans ce cas-là, qu'est-ce que c'est? Dans ce cas-là, le chômage, ce qui revient à dire que le chômage est inférieur au chômage structurel. Vous voyez, le chômage structurel, il est là, c'est ces quantités-là employées. Or, le chômage est inférieur puisqu'on embauche plus à court terme à cause de l'erreur d'anticipation. Et donc, cette situation-là s'appelle un écart expansionniste. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle d'écart? On parle d'écart parce que, en fait, ce qu'on a en tête, c'est ce qu'on appelle l'écart de production. L'écart de production, en anglais, ça s'appelle l'output. Output, c'est le produit, c'est la production. C'est ce qui sort de l'entreprise. Les inputs, c'est ce qui rentre. Les outputs, c'est ce qui sort. Donc, l'output, c'est la production. Output gap, puisque gap, c'est l'écart. Vous trouverez cette phrase, hein, si vous cherchez sur internet output gap, vous trouverez tout ce dont on parle là sur l'écart expansionniste et l'écart récessionniste qu'on va voir juste après. Donc l'écart de production, c'est précisément ce moment où, comme les prix constatés sont supérieurs aux prix anticipés, ou l'inflation constatée est supérieure à l'inflation anticipée, eh bien le produit qui est constaté, le PIB, est supérieur au PIB potentiel. Il y a un écart de production parce qu'en fait, on compare le PIB constaté aujourd'hui au PIB potentiel qui est donné par le fonctionnement du marché du travail et le chômage structurel. Et donc aujourd'hui, on a moins de chômage que le chômage structurel à cause d'un écart de production expansionniste. Expansionniste parce que en fait, ça va bien, c'est-à-dire qu'il y a un écart de production favorable dans lequel le chômage constaté est inférieur au chômage structurel. Et donc, le PIB constaté est supérieur au PIB potentiel. Si on résume ce qu'on a dit sur AS et AD, ici, vous vous souvenez, on avait ce niveau du PIB potentiel qui est donné par les déséquilibres sur le marché du travail. Ici, on a le niveau des prix, ici, on a le niveau du PIB. Donc, ça veut dire que dans l'écart expansionniste, ça veut dire qu'on est à des niveaux de PIB qui sont à droite du niveau de PIB potentiel. On est par là. Il va y avoir ici une égalité entre l'offre globale et la demande globale. Donc l'offre globale, elle sera croissante, on va voir pourquoi, et la demande globale, elle est décroissante, on a vu pourquoi. Cet écart-là, cette croix, cette intersection, elle va se placer dans ce cadran ici. Pour les entreprises, cet écart expansionniste se comprend comment? Il y a une erreur d'anticipation qui a effectivement diminué le coût du travail. Donc le coût du travail est plus faible dans cette situation-là qu'anticipé. Mais on a une autre explication qui se formule en termes de demande. Comme les entreprises constatent que les prix sont supérieurs au niveau des prix qu'elles avaient anticipés, elles en déduisent, les entreprises, que la demande qui s'adresse à elles est supérieure à ce qui était prévu. Donc, elles anticipent, si vous voulez, des débouchés, elles anticipent une expansion, c'est pour ça qu'on parle d'écart expansionniste. Elles anticipent une expansion qui fait qu'elles augmentent la production. Donc, je rappelle, elles augmentent la production à un niveau supérieur au PIB potentiel et les quantités employées. Et donc, le chômage se réduit à un niveau inférieur au chômage structurel. Voilà, ça c'est un complément d'analyse pour l'écart expansionniste. Bien, maintenant analysons la deuxième situation. Cette deuxième situation, eh bien, c'est la situation dans laquelle les prix qui étaient anticipés lors des négociations du salaire, au final, sont supérieurs aux prix qui sont effectivement constatés. Si on est dans cette situation-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça veut dire que le niveau de salaire nominal qui a été négocié, en fait, était trop fort parce que on a anticipé une inflation de 5%. Donc, on a négocié une augmentation du salaire nominal de la feuille de paye de 5%. Or, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'en fait, quand on voit la demande globale et l'offre globale s'ajuster ensemble, que les prix constatés sont inférieurs aux prix anticipés. Par exemple, que l'inflation constatée est de 3%. Donc vous voyez que 3% c'est inférieur à une augmentation anticipée de 5%. Or, on a négocié une augmentation de salaire de 5%. Donc en fait, W sur P, c'est-à-dire le salaire qui a été négocié divisé par les prix constatés, le pouvoir d'achat de ce salaire, en fait, est supérieur à ce qui était prévu. Ce qui était prévu, c'était
le salaire qui augmente à une certaine vitesse divisé par une inflation anticipée à une certaine vitesse. Or là, en fait, les prix ont augmenté moins vite. Donc on a négocié en fait un salaire nominal trop élevé. Donc le coût du travail réel, W sur P constaté, est supérieur à ce qui avait été anticipé. Si vous reprenez le graphique du marché du travail, on a la demande, on a l'offre, ici on a ce qui était prévu W sur PA, d'accord? Donc ça mène à un certain niveau de chômage, un certain niveau d'emploi L1. Et en fait, ce qu'on constate, c'est qu'on constate pas W sur PA, on constate un niveau beaucoup plus élevé du coût réel du travail, W sur P. C'est ça, c'est ce qui est constaté. Et donc en fait, les entreprises n'embauchent que ça, alors qu'en fait, elles auraient dû embaucher tout ça si personne n'avait fait d'erreur d'interprétation. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les quantités embauchées, elles, de travail diminuent, le chômage dépasse le niveau structurel, donc le chômage dépasse le niveau structurel, et conséquence, le produit d'équilibre, le produit qui est constaté, est inférieur au produit potentiel, puisque le chômage est supérieur au chômage structurel. Dans ce cas-là, on est dans ce qu'on appelle un écart récessionniste. Un écart récessionniste, ça se représente comment? Visuellement. On sait qu'ici, on a le revenu potentiel qui est donné par le chômage structurel et les conditions du marché du travail. Ici, on a le revenu potentiel. Et on sait qu'en fait, le croisement entre la demande globale AD et l'offre globale de court terme AS, on n'a toujours pas vu l'offre de globale de court terme pourquoi elle était croissante, mais on sait que ce croisement-là, déterminant le niveau des prix constatés et le niveau du revenu constaté, ça va se faire dans cette partie-là, pour des niveaux de revenus inférieurs au niveau du revenu potentiel. Donc puisqu'on est à un revenu inférieur à ce revenu-là potentiel, il y a un chômage supérieur au chômage structurel. L'écart récessionniste, il se situe dans ce cadre-là. Donc en fait, l'idée c'est, avec les écarts de production, de comparer. Donc on revient sur la output gap, l'écart de production, c'est comparer le revenu constaté avec le revenu potentiel, et les différences sont liées à des prix anticipés qui sont différents des prix constatés à la rencontre entre AS et AD.